Et non sur les fermes des steppes, fermes faiblement peuplées mais très productives, de la Russie centrale et méridionale. 1906, hein? Eh bien, vous voyez, finalement, les méthodes d'expropriation des ressources russes ont donné lieu à des guerres du même type. Mais avec une aggravation supplémentaire. Et à cet égard, je vous ai apporté, comme je l'avais apporté l'autre jour, si je veux bien le croire, voilà, un ouvrage que je vais vous faire passer, mais alors dont vous servirez avec des prudences dessus, parce qu'il est quand même fatigué. C'est l'ouvrage que j'adore, d'auteurs qu'on vous lit beaucoup ces dernières décennies, mais dont je vous conseille quand même tout à fait la lecture, c'est-à-dire Michael Sayers et Albert Kahn, deux progressistes américains qui ont eu d'ailleurs les pires ennuis et je dirais une fin de carrière bien triste compte tenu de l'extrême valeur de ces deux intellectuels qui ont écrit en 1946 un ouvrage qui a été traduit en 1947. Vous voyez, c'était l'époque où on traduisait les travaux russes. La traduction française, c'est La Grande Conspiration contre la Russie. Et il y a, je dirais que tout est à lire. Ça vous montre d'ailleurs, c'est un ouvrage intéressant parce qu'il vous montre la qualité, je ne dirais pas simplement de l'histoire immédiate, parce que quand ils ont écrit, il y avait quand même déjà 30 ans de recul, mais vous verrez l'appareil de notes, qui n'est pas un appareil de notes d'historien, mais on serait quelquefois très content que nos historiens d'aujourd'hui disposent d'un appareil de notes de cette qualité. Et ils ont utilisé, je dirais, tout ce qui, en matière d'actualité, de recherche journalistique, de témoignages, de mémoires, etc., confrontés d'ailleurs à d'autres sources, tout ce qui pouvait être utilisé pour essayer de montrer que la Russie avait fait l'objet d'une guerre inexpiable qui ne s'était pas arrêtée en 1920, mais qui avait continué comme devant, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je signale à votre attention, c'est pourquoi je fais circuler l'ouvrage, le chapitre 8, ce chapitre 8 qui insiste, ce chapitre 8 qui insiste justement sur ces méthodes, je le fais passer, vous regarderez, je laisse la couverture. Alors sachez, voilà, il m'a été offert par quelqu'un qui était venu aux conférences. Voilà. Ce chapitre 8, donc, qui insiste sur les méthodes de guerre effroyables qui ont été appliquées à la Russie, et en particulier qui dit que l'apport des Blancs à la sauvagerie, parce que de ces Blancs évidemment, qui ne pouvaient œuvrer que parce que les pays impérialistes leur en fournissaient les moyens, leur fournissaient les moyens matériels, leur fournissaient les armes, et il montre bien qu'ils ont joué dans la lutte anticommuniste de long terme, après leur échec de 1918-1920, un rôle majeur qui n'a même pas épargné des pays qui avaient l'air pourtant de prodiges en matière de réaction, d'antisémitisme, de violence contre les faibles, etc. C'est-à-dire même en Allemagne. Et nous avons en effet des sources qui nous montrent à quel point on n'a pas utilisé les Russes blancs seulement en France, où vous le savez, c'est une donnée très très importante de l'histoire de l'entre-deux-guerres, notamment d'ailleurs dans, je dirais, l'encadrement de choc de la classe ouvrière, puisque vous savez qu'on en a embauché des Russes blancs pour organiser la police dans les grandes entreprises françaises, chez Renault et ailleurs. Mais
partout, mais dans l'organisation des mouvements fascistes, et ils font cette remarque que les armées blanches étaient par-dessus tout dominées par des réactionnaires qui furent les prototypes des officiers et des aventuriers fascistes qui devaient plus tard se manifester en Europe centrale, sans compter tous les éléments réactionnaires des pays impérialistes puissants qui avaient délégué au règlement de compte contre les soviets une série de sauvages qui sont très très bien décrits d'ailleurs par Sayer Sekan, qui ont continué à œuvrer avec grande efficacité dans l'entre-deux-guerres et qui ont été des cadres très importants de ce qu'on pourrait appeler une fascisation générale des classes dirigeantes au lendemain de la Première Guerre mondiale, parce que, confrontés à la crise de l'après-Première Guerre mondiale, à la terreur que je vais cependant relativiser de la Révolution et à la haine de la classe ouvrière dont il fallait à toute force réduire les salaires, les classes dirigeantes ont adopté un comportement de plus en plus violent, sachant, vous le savez, que cette violence n'est pas une violence qui attend 1933 pour se manifester en Allemagne, mais que des formes fascistes de dictature s'installent dès le début des années 20 dans l'ensemble de l'Europe, pas seulement l'Europe industrielle, mais l'Europe, je dirais, rurale et cléricale. Vous le savez, avec un pays, en tout cas en bonne partie développé, mais qui présente d'ailleurs des caractéristiques de la Russie, c'est-à-dire l'Italie, qui est aussi un gros pays agricole, puisque le fascisme y triomphe en octobre 1922, n'est-ce pas? Et non pas de la marche sur Rome, mais de la décision des partis de gouvernement en accord avec les grands propriétaires terriens et les grands industriels, comme les Agnelli, les dirigeants de Fiat, qui optent pour cette forme de gestion de leur propre classe ouvrière et de leurs paysans, car vous le savez, en Italie, il ne s'est pas agi simplement de casser les reins de la classe ouvrière, mais de casser les reins d'une paysannerie qui occupait un rôle extrêmement important dans l'économie et la société. Bref, la croisade blanche est quelque chose qui a, en quelque sorte, trouvé un élément vivifiant dans cette guerre inexpiable contre la population, contre les civils russes. Et puis qui a échoué. Et c'est le deuxième temps de mon intervention, c'est-à-dire ce fameux cordon sanitaire. Cordon sanitaire, vous savez que ça s'est appelé comme ça, qui a sanctionné l'échec de cette guerre inexpiable 1918, 1919, 1920, 3 ans de ravage, au terme duquel je ne vous donne même pas le pourcentage de la production soviétique, c'est bien simple, le pays était à terre. Il n'avait même plus rien à voir avec son niveau de 1914, ni même son niveau de 1917, mais ça viendra peut-être dans la discussion. Vous le savez, on a expliqué ce cordon sanitaire exactement comme on a expliqué ce qu'on a appelé la guerre froide au lendemain de 1945. Et alors ça, c'est un élément de propagande que vous entendez jusqu'à aujourd'hui inclus, c'est-à-dire que, vous le savez, les États-Unis seraient venus en Europe parce que la menace totalitaire était tellement grande qu'il fallait protéger, sauver les Européens, etc. Bon, c'est faux, c'est entièrement faux. Pour les mêmes raisons qu'en 1919. Ça n'est pas un endiguement pour empêcher la contagion. J'ai évoqué tout à l'heure l'échec de 1919 et les échecs définitifs de 1920. Entre 1919 et 1920, les classes dirigeantes sont, en Europe et d'ailleurs aux États-Unis, aussi tranquilles et aussi sereines qu'elles l'étaient en 1947,
quand elle hurlait à la mort devant le péril du Cominform qui prolongeait la puissance infinie du Comintern. Et tout le monde rigolait parce que tout le monde savait que la Russie était dans un état de faiblesse tel, et les partis communistes dans un état de faiblesse réelle tel qu'on était tranquille pour un bout de temps. J'ai fait autrefois, c'était un exemplaire unique, un article en 1989, j'ai plus jamais eu droit à un autre dans l'historien et géographe, où je montrais justement comment le Cominform, le loup-garou, était tout simplement un signe de l'extrême faiblesse du camp progressiste en 1947 et considéré comme devant le rester durablement. Pas du tout. Il n'avait pas peur de la révolution, qui est un thème pourtant, je dirais, ultra majoritaire de la propagande quotidienne. Pensez donc aux élections de 1919, j'ai oublié ma petite affichette là, avec le bolchevique, le couteau sanguinolent entre les dents, qui, vous le savez, a fixé définitivement d'ailleurs l'image des soviets dans, je dirais, la vulgate qui nous est servie jusqu'à aujourd'hui inclus. En fait, pas du tout. Le cordon sanitaire, ça n'est pas ça. Le cordon sanitaire, c'est d'abord cette zone de renforcement contre les soviets que constitue, il faut le rappeler, toute une série de territoires qui leur ont été arrachés. Car la Russie soviétique se trouve sauvée et récupère son Ukraine, dans des conditions d'ailleurs bien délicates, on en parlera peut-être, mais se trouve en quelque sorte privée d'une partie essentielle de ce qu'on pourrait appeler ses marches. Je ne le développe pas ici, ça viendra peut-être dans la discussion. Elle s'est quand même fait manger la laine sur le... Les pays baltes ne lui appartiennent plus, la Finlande ne lui appartient plus, la Pologne, on lui a augmenté son volume d'une masse large de 160 km pour les voler aux Russes qui sont majoritaires dans la population. On a offert gentiment la Bessarabie à la Roumanie, alors ça c'est les alliés chéris de la France, bon, c'est-à-dire dans des zones qui appartenaient à la Russie, et puis bien sûr au-delà quand même, hein, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Alors me direz-vous, est-ce que c'est juste pour faire peur aux Russes ou on a liquidé le danger politique soviétique, on va passer aux choses sérieuses. C'est autre chose aussi. C'est-à-dire que personne ne renonce à conquérir la Russie. Voilà la dimension qu'on ignore et qu'on découvre quand on travaille sur les archives militaires et sur les archives diplomatiques. Sans parler des autres, parce qu'on le découvre même dans les archives policières à vocation extérieure. En effet, il s'agit de liquider son compte à la Russie, parce que ces gens n'ont jamais renoncé à liquider son compte à la Russie, et pour les mêmes raisons économiques fondamentales que j'ai évoquées ci-dessus, et qui vous font le lien avec la conjoncture actuelle, puisque le communisme est tombé, l'URSS est morte, mais ma foi, la frénésie anti-russe n'a pas naguère régressé, ce qui, tout de même, donne à réfléchir. À quoi pense-t-on? Alors d'abord, dans les années 1920, qui s'active? Tout le monde. La coalition étant conduite par les grands vainqueurs officiels de la guerre, officiels, pas vraiment vainqueurs, mais c'est pas grave, officiels, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, qui ont toute une série d'États vassaux, notamment, vous le savez, la France, qui contrôle ce qui va devenir la Petite Entente. La Petite Entente est théoriquement une petite entente pour protéger la France, c'est avant tout une petite entente anti-soviétique. Et sachez-le, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Roumanie. Ça, c'est la petite entente. Plus la Pologne. La Pologne chérie, le grand allié militaire,
tellement alliée militaire, avec une armée tellement forte qu'évidemment, elle ne peut s'en prendre aux soviets que si l'armée française est là, comme en 1920. Mais il n'empêche, hein, pour la population, là on ne fait pas de publicité, pour la population, c'est l'alliance de revers pour la France. Pour la réalité, ça sera la chair à canon contre la jeune Russie, la jeune Russie, puis la jeune Union soviétique. C'est-à-dire que, par exemple, dès 1924, dans le cadre d'accords militaires en apparence conclus avec la France, je dis en apparence, car tous ces accords militaires avec la France sont vides. Vous m'entendez? D'emblée. Tous, même ceux avec la Tchécoslovaquie. Ils sont vides. On a laissé l'attaché militaire en place. L'attaché militaire, il devait partir dès 1924 de Tchécoslovaquie. Et puis il est resté parce que, officiellement, la Tchécoslovaquie était notre grande alliée chérie et nous protégeait contre une éventuelle revanche allemande. Mais la Pologne et la Roumanie sont sous l'égide et les mains protectrices de la France, unis par des accords offensifs contre l'Union soviétique. L'Allemagne, me direz-vous, bah, l'Allemagne, elle a établi des relations, tout ça, finalement, elle s'est habituée. Mais non, mais non. L'Allemagne, qui a bien en effet établi des relations avec l'Union soviétique avant les autres, vous le savez, officiellement en 1922, tous ceux qui aiment bien l'histoire de l'entre-deux-guerres savent, et puis ils en ont peut-être discuté pour les plus anciens avec des ancêtres de la famille, ils savent à quel point on nous a parlé de Rapallo, de l'alliance clandestine entre l'Allemagne et la Russie, qui préparait les hordes russo-allemandes se précipitant sur la France. En réalité, il y a bien des relations, il y a bien du commerce, mais l'Allemagne prépare la récupération de ce qu'elle n'a pas pu tondre sur la Russie dès la fin de la guerre, comme elle prépare aussi d'ailleurs la revanche à l'Ouest. Et comment donc? Eh bien là, en bonne partie, en compagnie d'abord du Vatican, pour des raisons que j'ai exposées dans un ouvrage qui s'appelle « Le Vatican, l'Europe et le Reich », parce que, comme ces régions sont largement catholiques, avoir le pouvoir catholique pour pouvoir s'assurer la tutelle politico-idéologique quand on saisira les territoires, rien de mieux que cela. Alors 1920, disais-je, c'est la France et l'Angleterre. Vous direz peut-être elle exagère. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau de complot contre les soviétiques. Des complots, il y en avait tous les jours. Mais tous les jours. La métro Vickers, par exemple, qui a eu droit à un procès retentissant des soviets, bien gentil quand même, en 1933. Elle avait flagorné et surtout acheté des ingénieurs soviétiques. Il devait y avoir, on organisait des explosions dans l'usine, etc. Enfin, vous savez, le Staline paranoïaque, je ne sais pas s'il est paranoïaque, mais vous lisez les archives diplomatiques et militaires, vous voyez qu'il est vraiment très peu paranoïaque et que la paranoïa est surtout répandue parmi les militaires et les diplomates français. C'est au point que les dossiers URSS 1930-1940 ont été soustraits pendant 70 ans à la consultation des lecteurs. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, à partir des années 70-80, je travaillais sur des fonds du Pacte Atlantique. Les fonds relatifs au complot franco-anglais contre les soviétiques dans l'entre-deux-guerres, y compris d'ailleurs l'affaire Métro Vickers, ils ont été ouverts en 2001-2002. Et ils sont pleins de trous. Hein. Mais je peux vous dire que malgré les trous, ils sont d'un compromettance effrayant. Bon. Et puis alors, à la faveur de la crise, on finit par se dire que le concurrent, parce que le concurrent dans la prise des ressources russes, hein, c'est-à-dire l'allemand, c'est peut-être bien quand même le plus efficace.
Et à partir des années 1930, de plus en plus clairement, les chères démocraties pensent que l'Allemagne sera décidément la plus apte à réaliser les opérations que les uns et les autres n'ont pas réussi à réaliser. Et finalement, l'Allemagne devient une sorte de délégué de tout un chacun. J'ai l'air un peu excessive là-dedans, pas du tout. Évidemment, ça se fait au fur et à mesure de, alors, je dirais, de l'apaisement. Je vais vous donner un seul exemple, un seul, qui vous montre la fonction militaire d'agression du cordon sanitaire. Beaucoup de gens ont entendu parler de l'accord naval anglo-allemand de juin 1935, aimablement conclu par les Anglais, sans avoir d'ailleurs avisé les Français faisaient de même, c'est-à-dire cet accord qui, alors que le traité de Versailles, vous le savez, avait officiellement démilitarisé l'Allemagne, lui avait supprimé aviation et marine militaire, lui sont restitués puisque cet accord prévoit pour l'Allemagne un tonnage du tiers du tonnage anglais. Oh, me direz-vous, où va aller se promener la marine allemande? En Méditerranée? Et non, en Baltique. Et qu'est-ce qu'elle va préparer en Baltique? L'agression contre les Russes. Voilà, tout ça, vous avez tout ça dans les archives, vous voyez. Ça, c'est 35. Alors, je passe, parce que c'est l'objet de mes livres sur les années 30, puisque je montre les bonnes intentions qu'ils avaient tous à l'égard de la Russie. Et quand même, je m'arrête au seuil de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à ces aveux extraordinaires d'un fasciste, d'un diplomate fasciste italien, en décembre 1939, en une phase aiguë, vous le savez, où il est légitime de penser que toute l'Europe civilisée et chrétienne, États-Unis de loin mais approuvant le tout, va tomber sur la Russie réunie. Toute l'Europe réunie contre la Russie. C'est la guerre russo-finlandaise. Oui, c'est ça, soviéto-finlandaise. Vous savez, qui se déclenche fin novembre 1939. Eh bien, dit Scopa, Bova Scopa, représentant officieux de l'Italie à la SDN, officieux, puisque vous savez que toutes les puissances fascistes ont officiellement quitté la Société des Nations, eh bien, dit Bova Scopa, nous sommes à un point où nous allons réaliser une sainte alliance de tous les pays prêts à lutter contre l'Union soviétique. Oh, vous dites, c'est pas possible. En décembre 1939, alors même que la guerre est officiellement déclarée depuis le 3 septembre entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Mais si. Et encore, j'ai oublié des étapes parce qu'il ne faut pas que je sois trop longue. Et vous remarquerez d'ailleurs comment cette option allemande, qui n'est pas qu'une option anti-soviétique, mais qui est aussi une option anti-soviétique, car l'option allemande est aussi une option dans laquelle on fait des affaires, de grosses affaires, bancaires, industrielles et commerciales. Mais elle est aussi une opération, une très très importante opération anti-soviétique. Sachant que les dirigeants occidentaux, vous savez qu'on nous a beaucoup servi l'argument selon lequel les pauvres, ils ne comprenaient rien. Chamberlain était un crétin avec son petit chapeau et son grand parapluie. Il ne voyait pas, il ne comprenait pas, vous voyez, il ne comprenait pas Hitler. Alors dans la dernière période, très compassionnelle, c'est devenu... ils ne comprennent pas l'horreur, enfin bon. Ils ont très bien compris Hitler, c'est bien pour ça que tout le monde l'a choisi. Et il a fait ce qu'on attendait. Mais, surtout, tout le monde savait que dans les rapports interimpérialistes, une guerre allait survenir, on ne se demandait pas si, on se demandait quand,
Et à partir de 1930, c'est à peine si on se demandait quand, c'est-à-dire on se demandait si ce sera en 1935 ou un peu plus tard. Donc la conviction était totalement établie qu'on se repartagerait un bout du monde dans les années à venir. Nos puissances capitalistes étaient tout à fait persuadées que la seule solution militaire contre l'Allemagne était la Russie. Exactement dans les mêmes conditions qu'avant la Première Guerre mondiale, puisque c'est sur cette base que s'était constituée l'alliance précaire, mais tout de même fort importante, tripartite de 1914, définitivement établie entre 1907 et 1914, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, la Russie, pour des raisons toutes bêtes. C'est que si l'Allemagne devait combattre deux fronts, il était tout de même plus avantageux que ces divisions, pour les uns et pour les autres, fussent réparties entre l'Ouest et l'Est. Hein. S'il y avait 300 divisions, il y avait 150 pour la France, 150 pour la Russie, c'était mieux que 300 d'un seul côté. C'est évidemment ce que nos puissances occidentales n'ont pas voulu. Ce qu'elles ont voulu, c'est ce sabotage de la fameuse alliance tripartite qui nous vaut aujourd'hui, comme depuis le 23 août 1939, des hauts cris parce que Staline se serait allié avec Hitler en août 1939. En réalité, tout le monde savait que la seule alliance de revers était l'alliance russe, ce qui veut dire que l'impérialisme a accepté les impérialismes non allemands. Les États-Unis sont dans le lot, car leur politique d'apaisement n'a rien eu à envier à la politique d'apaisement des Européens. Mais ça signifie que la politique d'apaisement a accepté des concessions gigantesques en matière de concurrence interimpérialiste et a accepté de céder beaucoup de terrain aux concurrents allemands. Ce qui, bien entendu, là encore, est démontré par les archives diplomatiques et les archives militaires. Et je dois vous le dire, par les archives militaires, il n'est que d'aller au centre de Vincennes, par les archives militaires d'une manière absolument formelle. C'est ainsi que, comme le dit très bien, il faut dire un adepte de l'apaisement, comme son chef Anthony Eden, qui quitte les affaires, c'est-à-dire le Foreign Office, en février 1938, mais qui jusque-là a été d'un pro-apaisement stupéfiant, ça vaut Chamberlain. Je l'ai démontré dans l'ouvrage Le choix de la défaite. Un certain sous-secrétaire d'État, qu'on retrouvera dans la guerre froide, vous savez, celle qu'on connaît, celle d'après 1945, Robert Van Sittlet, qui dit en mars 1935, c'est tellement beau ces accents de sincérité, la France n'aurait pas eu la moindre chance de survie en 1914 s'il n'y avait pas eu de front oriental. Oh, quelle belle vérité! À une époque où, avec les siens, il mitonne l'absence de front oriental, puisqu'aussi bien il n'y aura pas d'alliance tripartite. Autrement dit, et il faut l'avoir en tête, le cordon sanitaire n'est pas une opération idéologique. Le cordon sanitaire s'inscrit dans cette espèce d'obsession des pays impérialistes de réaliser les objectifs que les bolcheviks les avaient empêchés de réaliser, parce qu'on ne fait pas l'histoire avec des si, mais imaginez, juste pour réfléchir, imaginez que la Russie eût été dans le camp des puissances impérialistes victorieuses au lendemain de la Première Guerre mondiale. Eh bien, ma foi, la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne et les autres
n'auraient pas, non seulement n'auraient pas perdu ce qu'elles avaient, mais auraient augmenté leur part. Et tout ceci nous amène, et je conclurai là-dessus, tout ceci nous amène au fait qu'on a eu, avec l'Union soviétique, et depuis la révolution d'octobre 1917,